La Guinée dispose d'importantes ressources en minerais de fer et d'une valeur convoitée par les grandes multinationales à l'image de Rio Tinto et BHP Billiton. Deux gisements de fer de classe mondiale, les monts Nimba, une réserve estimée à 1 milliard de tonnes avec une teneur en fer de 63% à 68%, et le mont Simandou, plus de 2 milliards de tonnes avec une teneur en fer de 65% à 68%. Le gisement de Kalia dans la préfecture de Farana et celui de Forêt-Kalia Guinée Mining sont moins importants. Pour l'instant, la Guinée a des ressources de fer estimées à 9 milliards de tonnes. Le pays a commencé à exporter ses premières tonnes de fer en 2012 avec la société Forêt-Kalia Guinée Mining, une jointe venture entre GDC et Belzone. Cette société exploite le petit gisement de Yomboyeli dans la commune rurale de Moussaya et évacue son minerai par la voie terrestre jusqu'au port de Konta. Les populations de cette contrée qui nourrissaient l'espoir quant au développement de leur localité sont plutôt déçues de la cohabitation avec cette société, au regard des dommages qu'elles endurent, notamment les nombreux déplacés. Aujourd'hui, nous demandons à la société Forêt-Kalia Guinée Mining de finaliser la construction des maisons où doivent habiter nos parents qui ont été victimes de la délocalisation. Ce, après des années depuis son installation, cela va nous soulager. Ensuite, on demande à ceux qu'elle emploie les enfants de notre village. Ça sera davantage des points de convergence en plus de contribuer au développement local. Maintenant, par rapport à la gestion des taxes, si la société payait convenablement les taxes, on aurait utilisé ce fonds dans le développement de notre village pour avoir des traces de ce qu'elle a payé en un an. Et si on n'a pas de ressources, on ne peut rien faire. En manque criard d'infrastructures de base pour le développement local, Hawa Yansani est vendeuse au marché Laïa, village contigu à l'exploitation minière. Elle s'interroge sur l'intérêt que revêt la présence de la société Forêt-Kalia Guinée Mining dans son village. Elle minimise son apport pour leur épanouissement. La première des choses, la venue de la société n'a pas eu d'impact positif. Mais à mon avis, si une telle société exploite dans une localité comme la nôtre, elle doit avant tout nous donner de l'eau potable. Cependant, c'est tout à fait le contraire chez nous. On est content de voir du monde dans notre localité. La société nous a trouvés avec un vieux bâtiment qu'on utilise comme marché. Elle n'a rien fait pour changer la donne. Actuellement, le nom de notre village ne reflète pas l'image d'une localité qui abrite une société qui exploite le fer. C'est pas normal. Les communautés riveraines des travaux d'extradition de fer de Forêt-Kalia accusent la société et les autorités locales d'avoir profité de l'ignorance des populations au titre des indemnisations par rapport à l'occupation de leurs terres. La relocalisation des populations impactées n'a pas suivi le cours normal. Le désœuvrement se lit sur les visages. Quand ils sont venus d'abord, ils ont rencontré nos parents. Ils ont proposé des montants pour indemniser les propriétaires terriens suite à l'occupation de leur domaine. Certains pensent que le montant perçu dans ce sens ne représente pas la valeur réelle des terres occupées par la société. Donc dans tout ça, c'est parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir de grosses sommes d'argent. D'ailleurs, la société a fait comprendre que s'ils n'acceptaient pas ce montant, l'État viendrait leur retirer leurs terres par force. C'est pourquoi les sages du village ont proposé à ce que les gens acceptent ces montants pourtant dérisoires. Ils nous ont seulement bernés avec une petite somme. Là où nous sommes comme ça, là, cette localité c'est presque prise par la société. Il y a une localité par là qu'on appelle la localité de Botko. Peut-être la fin de ce mois de décembre, qui vont essayer de négocier avec la société Belzone pour qu'on puisse voir une localisation de cette porte. À Beila, dans la région forestière, se situe le plus grand gisement de fer du pays et l'un des plus importants du monde. Là,
Les blocs 3 et 4 du Mont Simandou sont un droit de la société Rio Tinto depuis 1997. Le projet Simfer dont il s'agit a du mal à se réaliser eu égard à plusieurs facteurs. Ce grand projet minier suscite un grand espoir de développement pour le pays de manière générale et les populations locales particulièrement. Les activités de la société tout de même causent des dommages aux riverains. Nous sommes à peu près à 5 km du mont sur lequel Rio Tinto évolue. Et dans ce mont, c'est dans ce mont que tous nos marigots prennent leur source. Voilà l'impact, le premier impact d'abord. Nos eaux ne sont plus comme avant et dans les bas-fonds dont on cultive ne donnent plus comme avant. Et aussi, socialement aussi, il y a des impacts négatifs. L'afflux des chercheurs d'emploi, la migration. Beaucoup de personnes viennent, la vie devient chère, la cherté de la vie chez nous ici. Et pourtant, nos bas-fonds ne donnent plus comme avant. Donc, aussi la population autochtone, la plupart ne travaillent pas. D'autres ont fini des études, qui espéraient avoir un travail au Rio Tinto, parce que c'est ce jeu, mais qui ont du mal à gagner. Ici, nous sommes au village de Traorela, village situé au pied du Mont Simandou. Les impacts sont perceptibles sur les cours d'eau et les bas-fonds en termes de rentabilité. Difficile de s'approvisionner en eau potable. La faune sauvage a migré dans le village. Les citoyens en payent les frais. Depuis que Rio Tinto a commencé les travaux d'exploration, nous avons assisté à la pollution de plusieurs cours d'eau, notamment cette rivière qui était pour nous un lieu de pêche, et c'est cette eau qu'on utilisait pour la boisson et autres besoins. La pollution de l'eau a non seulement impacté sur le rendement agricole, mais a aussi entraîné le déplacement de nos bœufs. C'est pourquoi nous avons demandé à la société d'installer des forages pour alléger nos souffrances. Cependant, on n'a pas eu de suite favorable. On souffre beaucoup. Au-delà de ces facteurs, le village est envahi par des serpents qui fuient les travaux de Rio Tinto sur le mont. Par exemple, moi j'ai été mordu dans ma maison. Par manque de centre de santé dans mon village, il m'a fallu partir jusqu'à Massanta pour les premiers soins. Alors qu'au début, on a parlé des conditions de bonne cohabitation. Malheureusement, ceci n'a pas été respecté par la société. Notre travail là-bas. Mara est agriculteur. Il affirme être victime des dégâts causés par les travaux de Rio Tinto sur son champ. Les travaux qu'on fait à la côté de la montagne, les bas-fonds, quand la pluie vient, les champs qu'on a fait, là-bas c'est le sale qui gâte notre riz, quoi. Mais on a cherché les autres positions qu'on va quitter à côté de la montagne, d'aller chercher la place autre part pour qu'on fasse notre travail là-bas. Mais les côtés qu'on a cherché, là où on est parti là-bas, les baies viennent gâter complètement notre champ. Même moi aussi, j'ai fait 3 hectares. Mais les baies viennent bouffer tout ça là. Je n'ai rien gagné. Même un mesure, moi je n'ai rien gagné. Le Rio Tinto a impacté mon champ à travers ses engins roulants. C'est-à-dire la route qui mène Moribadou à Missimodou, cette route est faite par Rio Tinto, uniquement pour le travail du mont. Et cette route traverse mon champ. Donc une fois que les engins roulants traversent la route, l'huile du moteur, le gasoil ou l'essence, si l'eau est en contact avec le moteur, ça descend sur mon champ. Donc ça perturbe la production. Donc ça contribue à la mauvaise production. La demande excessive d'emploi des jeunes des localités riveraines du Simandou est la première source de conflit entre Rio Tinto et les communautés. Le point clé de ces troubles-là, c'est le chômage de la majeure partie des jeunes qui espèrent aujourd'hui avoir un travail au Rio Tinto. La population ne s'est pas révoltée par rapport à ces impacts environnementaux là, mais une fois, il y a
un secteur ici du nom de Traoula qui s'est révolté parce que l'état de leur route n'était plus comme ça. Et pourtant Rio circulait comme il voulait. Eux, ils avaient du mal. Et à un certain moment donné de la saison pluvieuse, ils n'arrivaient plus à gagner les marchés hebdomadaires. Donc, ainsi, comme ça, là, ils ont pris une décision, ils se sont révoltés, ils sont allés arrêter le travail de Rio. Les demandeurs d'emploi crient à l'exclusion et au non-respect des textes par la société. Nous ne sommes pas satisfaits de la cohabitation avec Rio Tinto. Il y a beaucoup de rencontres que nous avons faites avec Rio Tinto de 2011 jusqu'à nos jours et rien n'est respecté. Nous nous avons dit qu'il faut que les jeunes de Bela favorisent des stages au niveau des différents départements. Cela n'a pas été fait. Et en plus aussi, les représentants de l'État ont signé, la société a signé et la communauté a signé. Mais rien n'a été respecté par la société Rio Tinto. Donc, et ce qui fait souvent, il y a des troupes dans la communauté. Et heureusement, les jeunes réagissent maintenant pacifiquement et non par la violence. Beaucoup de jeunes demandeurs d'emploi au sein de la société sont peu qualifiés pour les travaux en cours d'exécution. De ce fait, la demande est largement supérieure à l'offre. Il y a de ces postes ou bien de ces options qu'on a eu à faire à l'université dont Rio n'a pas besoin. Donc CFP qui vont ouvrir bientôt. Et l'homme est tenu à se former tous les jours. Donc Rio va mettre ses branches là-bas. Les jeunes ils auront besoin. Donc Rio va se battre. Vraiment, moi je dirais aux jeunes de passer là-bas et redoubler d'efforts et apprendre pour qu'ils soient aptes à Rio. Le déficit de communication est le plus souvent à la base des malentendus. L'exploitation minière a beaucoup d'inconvénients. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la destruction de la faune et de la fleur, donc ça coûte cher. Et également, même avec le flux migratoire, vraiment ça cause des problèmes. Et également avec l'état actuel de la population, parce qu'il y a un niveau de pauvreté vraiment élevé. Alors cela ne favorise pas vraiment une bonne cohabitation. Nous sommes dans une communauté à majorité analphabète. Donc si la communication n'est pas active, ce sont les rumeurs qui prennent le dessus. Et quand les rumeurs prennent le dessus, vraiment ça entraîne la confusion. Vraiment les confusions aussi vont s'installer. Or, la population riveraine est assoiffée d'être recrutée, de se voir dans la société, vraiment pour qu'ils puissent en bénéficier. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière d'en bénéficier que d'être dedans. À l'arrivée des Blancs, ils ont commencé d'abord par les travaux de sondage sur le mont. Nous leur avons demandé de recruter nos enfants pour une bonne cohabitation. À travers nos enfants, nous pouvons au moins bénéficier de l'exploitation. Depuis toujours, on nous rapportait que c'est une grande société qui doit s'installer sur nos terres. Malgré cette grandeur, nous ne bénéficions de rien. On n'a ni poste de santé, encore moins d'eau potable. La Guinée, avec sa richesse, compte se positionner sur le marché international du fer dans les prochaines années. Ce, avec le démarrage des méga-projets à l'image de Simandou. Des méga-projets qui vont certainement renforcer la croissance économique du pays. Faudrait-il que les richesses qui seront produites soient équitablement redistribuées au bénéfice des communautés? Cependant, elles s'inquiètent quant au respect de leurs droits.